Guy Denis, vous êtes directeur de l'information, plutôt directeur de l'inspection générale de la police nationale. Vous êtes donc à la tête de la police des polices. Peut-on dire que le premier policier de France est toujours le ministre de l'Intérieur? Oh, je ne sais pas si ce terme, si cette expression a toujours eu une valeur absolue. Elle a été employée par Clémenceau. Et pour Clémenceau, à une époque où la criminalité était un peu ce qu'elle est maintenant, elle était devenue sauvage, et elle avait mis en danger la sécurité des Français, je crois que on peut le dire aussi bien pour M. Poniatowski que pour M. Clémenceau, parce que pour un ministre de l'Intérieur, la police c'est quelque chose d'essentiel. Le mot flic vous gêne-t-il? Moins. Parfois vous vous en servez vous-même. Oui, moins. Il est un peu rentré on l'a un peu dépoussiéré dans le jargon. On l'a un peu dépoussiéré, oui. Ça, c'est devenu un peu familier. On ne l'aime pas trop tout de même. On se demande toujours si c'est une vocation. Je crois qu'elle vient comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant, la vocation vient dans le métier. Lorsque vous étiez enfant, Guy Denis, vous vous disiez, peut-être comme beaucoup d'enfants, plus tard je serai gendarme, mais policier. Il y a une nuance, il y a une différence entre gendarme et policier. Je vais vous faire un aveu très sincère. Je ne me suis jamais dit, étant enfant, que je serais policier. Le destin ironique a voulu que mon père était un directeur d'école à Argentan, ma chambre donnait sur le commissariat de police. Il y avait une vieille mairie à Argentan qui a été détruite en 1944 par les bombardements. Et c'était une mairie de l'époque Napoléon III qui était très belle. Et il y avait au-dessus du commissariat une sorte de cintre et en noir sur blanc était écrit commissariat de police. Et nous regardions le commissariat de police, j'étais très frondeur, très chahuteur au collège, et on le regardait un peu en riant. C'était un homme sévère. Jamais je n'aurais pensé un jour être policier, vraiment. Et le dernier commissaire de police que nous ayons eu avant la guerre, à l'époque où je terminais mes études secondaires, c'était Kubler, qui est mort en déportation. Avec lui, on a sympathisé. Parce que c'était déjà l'époque où on recevait de jeunes commissaires de police. Il avait une trentaine d'années, moi j'avais 18 ans, on se retrouvait, on faisait du sport ensemble. Là, j'ai sympathisé avec cet homme, il était extraordinaire. Quand j'étais à l'école de police de Lyon, je savais qu'il était à Lyon, je l'ai recherché, il venait d'être arrêté par la Gestapo, il est mort en Allemagne. Mais malgré tout, je ne pensais pas du tout à ce moment-là faire ce métier. J'avais fait mon PCB quand la guerre est arrivée, je me destinais à la médecine. Et puis la guerre est arrivée, je suis parti. Mais une seule fois dans votre vie, avez-vous eu de la haine pour la police? Non. Je crois que notre époque de jeunes gens, de jeunesse, était un peu différente de celle que connaissent les jeunes gens actuellement. Nous n'étions pas des violents. Nous étions chahuteurs, on était frondeurs, mais notre violence s'exprimait uniquement à travers le sport. On faisait énormément de sport. Moi, j'ai fait beaucoup de football, j'étais capitaine de l'équipe de football de mon lycée. Mon collège, plus exactement, il s'appelle lycée maintenant, mais c'était le petit collège Mézeray. Et nous faisions tout à Argentan. Argentan. À Argentan dans l'Orne. Et nous n'avions pas, non. On avait peur du gendarme. Mais alors comment expliquez-vous la violence aujourd'hui, vous, qui êtes à la tête de la police des polices? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je pense que peut-être les masses médias ont joué un rôle. Nous sommes fautifs. Oui, peut-être un peu. Pour avoir trop informé. Vous voyez, j'ai revu récemment Orange Mécanique. C'est un film que je n'avais pas vu. Je voulais le voir. Je pense que des films de ce genre ont été mauvais. Rollerball, par exemple, aussi, c'est mauvais. Vous me direz qu'un jeune homme bien équilibré, bien élevé, dans un milieu sain, ça ne l'influencera peut-être pas beaucoup, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns. Il suffit de 2 ou 3 éléments. Et ces affaires atroces qu'on voit en ce moment, ces 3 jeunes gens qui volent une voiture, qui vont dans un bal, cherchent une femme, ne la trouvent pas. Ça s'est passé dans le Val d'Oise récemment. Trouvent sur la route un couple qui rentre du cinéma. On enlève la femme pour la violer. Et puis elle s'est débattue, il y a eu un accident, elle est morte dans l'accident. C'est des choses qu'on n'aurait pas vues à notre époque, il y a 40 ans. On ne le disait peut-être pas. Peut-être. Mais enfin, ça me paraît quand même plus répandu maintenant. Guy Denis, vous avez été d'abord, vous avez fait vos études, vous êtes docteur en droit, vous avez dit à l'instant que vous étiez parti pour une carrière de médecin, mais elle s'est arrêtée en route. Vous avez été inspecteur de la PJ, de la police judiciaire, ensuite vous avez été commissaire, vous avez été inspecteur général, maintenant vous êtes directeur de l'inspection générale de la police nationale. Une telle démarche ne va pas d'ordinaire sans une certaine complaisance pour le pouvoir. On le pense du moins.
Oui, je pense pas que ça puisse s'appliquer. Une police appartient au pouvoir. Oui, une police appartient au gouvernement. Le gouvernement a besoin de sa police. C'est le bras séculier. Et quel que soit le pouvoir. Quel que soit le pouvoir. Mais beaucoup de policiers, et j'en suis un exemple, ont servi des pouvoirs successifs qui étaient très différents. Là, vous savez, ce qui compte pour nous, c'est la loi. Ce sont les textes. Alors pour nous, pour moi qui ai fait une carrière de police judiciaire, c'est le code de procédure pénale, surtout. Il faut savoir s'opposer, comme je l'ai dit quelquefois. Mais vous savez, moi je n'ai personnellement jamais été sollicité pour des choses contraires à la loi. Je vous le dis très franchement. J'ai là devant moi, Guy Denis, une lettre d'une personne qui vous a bien connue. Je dois dire que pour chaque émission, je reçois un courrier très nombreux. On me dit les meilleures et les pires choses sur les gens. Alors il faut savoir faire son tri, il faut savoir choisir, il faut avoir ses preuves. Et celle-ci me paraît intéressante. On me demande, parlera-t-il, on parle de vous, parlera-t-il Guy Denis de son adolescence émaillée de services rendus dans un tourbillon de farces, de chahuts gamins, de cours mal suivis lors des années 37-39. Ses parents, des enseignants de la vieille école, supportaient avec une philosophie amusée ces états du jeune potache qui, hélas, ont cessé par la mobilisation. 30 ans après, en lui, j'ai décelé son enthousiasme, l'enthousiasme de sa jeunesse, l'ouverture désintéressée de sa maman et la rigueur indulgente de son père. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont encore trop gentilles, plus gentilles que celle-là, mais je vous confierai la lettre tout à l'heure. Je ne peux pas vous dire de qui ça vient, je ne peux pas le dire du moins devant le micro, parce qu'on me demande l'anonymat. Mon Dieu, comme c'est Vous êtes vrai. jugé par quelqu'un qui vous a connu alors que vous étiez un gamin. C'est un jugement très très véridique. J'ai été ça, oui. Et surtout, vous voyez, cette indulgence, cette bienveillance de mon père. Et je crois que mon père, au fond, qui était quand même assez inquiet parce que ça partait pas trop bien. Au collège, je m'occupais du football, je m'occupais de la chose. J'étais surtout un rêveur et un chahuteur, oui. Alors, je dois dire d'ailleurs que dans toute la basse Normandie, le collège d'Argentan avait une réputation solidement établie. Et je crois que c'était le collège où on chahutait le plus. Il est sorti quand même quelques personnages. Vous autorisez le chahut maintenant parmi vos troupes? Bien sûr. Oh, vous savez, le métier de policier est un métier qui n'est pas un métier triste. Je me souviens quand nous sommes partis à Megève pour l'affaire Peugeot avec mon équipe, avec mon groupe de répression du monétisme, et que nous avions l'espoir. Pour l'enlèvement du petit Eric. Pour l'enlèvement du petit Eric. Et nous sentions la victoire après 10 mois de recherche au bout de nos peines. Eh bien, nous avons passé une nuit dans le train à chahuter comme des collégiens. J'avais pourtant déjà 38 ans. Et puis, nous nous sommes retrouvés à Lyon, et j'ai retrouvé un camarade de promotion, Jacques Rayac. On a passé 24 heures à préparer notre opération, et là encore, on a commis l'imprudence et la sottise de passer la nuit à évoquer des souvenirs de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et on a passé la nuit à bavarder, à chahuter, à rire, et c'est le lendemain qu'on s'est mis au travail. Je pense que, malgré la rigueur de notre métier, qui est un métier difficile, un métier triste, oui, c'est vrai, lorsqu'on envoie des gens en prison, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour eux, bien sûr, mais ça ne l'est pas pour nous non plus. Je ne pense pas qu'il y ait un seul policier qui puisse envoyer quelqu'un en prison avec plaisir. Non. Ça donne satisfaction du résultat accompli, oui. Vous n'avez jamais eu honte de votre métier? Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Vous n'avez pas peur de dire je suis flic? Oui, bien sûr que non. Pourquoi? Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens, et je crois d'ailleurs que ce sujet de la police mal aimée, qu'on développe beaucoup, il y a peut-être eu une certaine exagération. Mais là encore, à l'époque actuelle, on se trouve dans un climat qui n'existait pas il y a encore 20 ans, et qui s'est aggravé depuis 20 ans. Maintenant, non seulement on injurie, mais éventuellement, on casse du flic. Ça, c'est grave. Vous disiez à l'instant que vous étiez chahuteur, et cette dame qui écrit vous a connu en effet le gamin chahuteur, mais il y a ses parents enseignants qui vous ont sans doute donné la rigueur. Oui, ma mère surtout. Ma mère était extrêmement rigoureuse, et elle était plus inquiète que mon père. Je crois que mon père, lui, dans le fond, pensait que... Rigueur indulgente. Indulgente, oui, c'était ça. Il pensait que ça se passerait. Il me l'a dit d'ailleurs. Mon père est mort en 50, il était maire d'Argentan, et la dernière conversation qu'on ait eue, elle s'est passée au mois de novembre. Il est mort entre Noël et le jour de l'an, le 26 décembre. Et nous devions passer Noël ensemble. Et alors, la ville était sinistrée à 95%, détruite, rasée totalement. Il restait que des ruines. Et tout était dans les baraquements. Il y avait quand même le bal des commerçants. Et je l'avais accompagné au bal des commerçants. Il avait ouvert le bal avec maman, bien qu'il ait déjà 70 ans.
Et puis, peu de temps avant, j'avais fait l'arrestation de Pierre Rochefou qui avait fait un certain bruit. J'étais chef de groupe de répression du banditisme. Il était fier de vous ? 27 ans. Il était très content, oui. Il m'a dit, je vois que tu as pris ton métier à cœur, et je suis sûr que tu réussiras, tu nous fais plaisir. Tu m'as inquiété souvent, mais maintenant je suis... Il n'a pas dit rassuré, je n'étais pas le genre d'homme à chercher à être rassuré. Mais enfin, oui, je crois qu'il est satisfait, mais il n'exprimait pas beaucoup. C'était la vieille école, vous savez, la guerre 14, Verdun, la guerre 39, ce qui a fait les deux, et c'était un homme de devoir, oui. Parti d'une toute petite origine. Son père était un petit cultivateur et il avait réussi à entrer à l'école normale parce qu'il avait obtenu une bourse. C'était le cursus obligatoire. Sans la bourse, on ne pouvait pas faire d'études. Enfin, Guy Denis, vous connaissez la responsabilité de votre fonction. Vous êtes le grand patron de la police. Et il y a des tas de choses que vous aviez sur le cœur et que vous vouliez dire. Et vous avez écrit ce témoignage, citoyen policier. J'imagine que vous avez dû hésiter avant de le publier, parce que vous racontez beaucoup de choses et nous en parlerons. Vous n'êtes pas tendre sur vous-même, enfin sur votre milieu, sur votre discipline, et vous dites des choses qui sont parfois très graves. On vous a permis d'écrire un livre comme celui-là ? Eh bien, écoutez, ça s'est passé d'une façon assez extraordinaire. Je crois que, vous savez, le destin est maître de tout. Et c'est au mois de mai l'année dernière que j'ai été sollicité pour la première fois. J'étais inspecteur général. Vous savez, les inspecteurs généraux travaillent d'une façon très très anonyme, très discrète. Quand j'ai reçu une communication téléphonique d'André Goutin, qui est le chef de cette collection, qui me dit « Monsieur, je vous sollicite pour écrire un livre ». Je dis « Monsieur, vous n'y pensez pas, je suis soumis à l'obligation de réserve, il n'en est pas question. Voulez-vous me recevoir ?» Je lui ai dit « Écoutez, bien sûr, je vais vous recevoir, par courtoisie ». Je ne me souvenais plus de lui, je l'avais rencontré quand j'étais chef de la police judiciaire de Marseille, il était venu faire un reportage, il est journaliste, et il m'a expliqué son programme, cette collection au service de qui, etc. Je lui ai dit, monsieur, c'est très intéressant, mais moi je ne peux pas vous écrire un livre, parce que j'ai encore 4 ans de service, dans 4 ans, peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Alors nous nous sommes quittés là-dessus, et il est revenu à la charge. J'ai su après, parce que je me demandais pourquoi il m'avait choisi, moi. J'ai su après que c'était un groupe de collègues, de camarades de promotion, notamment Willy Paul Romain, qui a écrit, lui, certains ouvrages, qui lui avait dit, si vous voulez dans votre collection faire un livre sur la police, celui qui doit l'écrire, c'est Denis. Bon, non pas parce que j'ai des talents littéraires, je n'ai pas de talent littéraire, mais parce que mon expérience et parce que toute ma carrière, évidemment, faisait que j'avais vraiment un éventail très large. Mes services à Paris, en Algérie, sur les différents régimes, me permettaient peut-être d'avoir une expérience plus riche qu'un autre. Et quelle a été votre ambition ? Réhabiliter la police ? Surtout dire la vérité aux Français, oui, et puis dire la vérité en faveur de mes camarades de la police, parce qu'on est tout de même un petit peu trop souvent entraîné gratuitement dans la boue, vous voyez. Alors si on veut, n'est-ce pas, être cru, il faut dire la vérité. Si j'avais fait un livre dans lequel j'ai dit il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, tout est bon, tout va bien, personne n'aurait cru, personne n'aurait lu, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Enfin, on voit tout de suite, Guy Denis, que vous avez voulu répondre à un certain nombre d'interrogations sur la police. On le sait, la police est souvent accusée d'impuissance devant les nouvelles formes de criminalité. On dit la police pêche à nos troubles, on pense aux indicateurs, on pense également à la tentation. Et certains y succombent, ce sont les hommes. Il y a donc les risques de contamination. Et la police, on le sait, c'est vrai, et c'est exact dans le monde entier, traverse en ce moment une crise d'adaptation. Oui. Et vous savez comment en sortir ? Non, mais je crois que nous ne sommes pas les seuls. D'abord, c'est pas une consolation à traverser cette crise d'adaptation. La justice la connaît. Elle est peut-être plus grave encore chez elle que chez nous, parce qu'il y a certaines fractures qui n'existent pas chez nous. Chez nous, vous voyez, il y a peut-être un fossé qui s'est creusé entre les jeunes générations et l'ancienne, mais on peut le combler. Il n'est pas tellement profond. Et je crois que c'est le rôle, d'ailleurs, des anciens, des vieux comme moi, qui vont partir. Vous êtes armés par l'expérience, vous. Oui, et puis je pense que les jeunes ne nous prennent peut-être pas pour trop désadaptés. Je crois qu'ils comprennent qu'au plus haut niveau de leur commandement, il y a une très grande compréhension. Il y a la réaction de Jean Ducret l'autre jour à la suite de la dernière affaire difficile, a été une réaction de protection de son personnel, normale, et d'ailleurs est fondée juridiquement, est une réaction légitime. Alors, je crois que peut-être nous pouvons nous en sortir, oui. Et nous pourrons nous en sortir d'autant mieux que le citoyen sera conscient que sa sécurité est fonction de notre vitalité et de notre action, et qu'il nous aidera. C'est ça qui est important.
Et je crois que là, il y a vraiment du nouveau. C'est depuis peu de temps, depuis quelques mois seulement. Il semble qu'il y ait, moi je sens une sorte de renversement dans l'opinion. Il n'y a plus de fossé entre les Français et la police. Je crois qu'il se comble. Je crois qu'il se comble. Mais quel est le sens de votre mission? Vous êtes interrogé sur ce sujet-là? Ma mission en tant que policier ou ma mission en tant que directeur de l'inspection générale? Policier, je ne pense pas qu'on puisse désunir les... Les deux. Ma mission en tant que directeur de l'inspection générale, c'est d'être le gardien de la déontologie, vous comprenez? Parce que, comme je dis, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut absolument éviter que nous soyons attaqués. La police doit être un peu comme la femme de César, vous voyez. Mais il faut aussi qu'elle soit active, qu'elle soit virile, qu'elle soit efficace. Alors il faut qu'elle travaille d'enthousiasme, qu'elle travaille avec cœur et avec énergie. Alors c'est ça qu'il faut concilier. Vous avez essayé de définir la place du policier dans la société. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire... Pas tout à fait comme les autres. Au sens le plus noble du mot, pas comme les autres. Non, il n'a pas le droit de grève. C'est d'ailleurs pas concevable. La loi de 48 nous a enlevé le droit de grève. Personne de sérieux d'entre nous ne songe à le revendiquer. On ne peut pas se croiser les bras devant le viol d'un enfant, devant un assassinat, devant un meurtre. C'est pas possible. Mais ça n'empêche pas que nous ayons quand même nos revendications. Vous voyez, moi je suis président de l'association des hauts fonctionnaires de la police nationale. Nous défendons notre statut et nos positions. Ça c'est différent. Mais je crois que la place du policier, mais elle est facile à comprendre, elle est claire. Il est le gardien de l'ordre. Alors je dirais pas de l'ordre établi, comme on dit entre guillemets, de l'ordre politique. Bien sûr c'est l'ordre politique parce que c'est le gouvernement. Mais le gouvernement est issu d'une majorité. Les institutions fonctionnent normalement. Alors on n'a pas de complexe à faire. Pas de complexe, mais il y a eu tout de même des heures difficiles et que vous avez vécues. Vous étiez policier au moment de l'occupation. Oui. Si demain il y avait un autre gouvernement, vous seriez également policier. Alors vous posez-vous des questions à ce moment-là? Oui. Vous êtes au service du pouvoir, quoi qu'il arrive. Ça, l'occupation, c'était le tunnel, vous comprenez. Ça, c'était horrible. Mais je crois que là, il y avait un contrat. Et ce contrat, je l'ai passé avec moi-même en me disant, tu ne feras jamais rien qui puisse nuire à tes compatriotes. Et vous voyez, même à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, parce que j'ai été là la plupart du temps sous l'occupation, élève, j'étais à l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Eh bien, avec un de mes cousins, Jacques Pétron, qui avait été prisonnier, qui s'était évadé, et qui avait fait le concours de commissaire, comme moi, pour éviter de partir en Allemagne. Parce qu'au fond, c'est pas du tout par vocation, comme je vous disais tout à l'heure que nous sommes rentrés, c'était parce qu'il fallait chercher un endroit pour ne pas partir en Allemagne. Et il fallait chercher aussi un moyen de se faire une situation, et on se disait après tout, pourquoi pas? Eh bien, nous avions toujours un sac de montagne tout près avec quelques victuailles et nous étions prêts à la première alerte à nous en aller rejoindre un maquis et partir. Si vraiment il était arrivé que ce ne soit plus conciliable notre activité, ou même à cette époque simplement l'enseignement et l'idée qu'on se faisait de notre pays et cette affreuse occupation allemande, eh bien nous serions partis. Et je crois que c'est ça. Au fond, eh bien même maintenant, dans n'importe quelle circonstance, on peut se dire, c'est très différent. Maintenant il y a la loi, comme je vous disais, les institutions fonctionnent, donc pour moi il n'y a pas de problème. Parce que moi je suis capable de dire à un de mes grands patrons politiques, monsieur, je ne ferai pas cela parce que cela n'est pas légal. Vous pouvez le dire. Ah oui. Vous l'avez déjà dit? Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le dire, parce que ça ne se passe d'ailleurs pas aussi directement que ça, je suppose. Je suppose que ça se passe plutôt par des sollicitations indirectes. Mais il y a des gens à qui qu'on ne sollicite pas pour ce genre d'affaires. La police, en ce moment, est-elle bien employée? La police est dans une situation difficile parce que je pense que ces structures ne sont pas tellement adaptées. Tout va très vite, tout évolue extrêmement vite. La réforme est à faire. Je suis persuadé qu'en lieu on y pense, qu'on s'y attache et qu'on y travaille beaucoup. Et ça, regarde le pouvoir politique et c'est au niveau, bien au-dessus de moi, c'est au niveau du directeur général, la grande réforme des structures. Mais d'abord, il y a une réforme des statuts. Alors celle-là, elle est en cours. Nous la discutons, commission paritaire, parce qu'il y a des histoires d'alignement de traitement sur l'armée. Vous savez qu'il y a un gros mouvement. Mais alors je crois effectivement qu'il faut que nous nous réformions. Il faut que nous nous réformions, et je l'ai d'ailleurs dit dans ce livre, en termes volés, parce que tout de même, je suis soumis à l'obligation de réserve et que je n'avais pas le droit, n'est-ce pas, d'avancer péremptoirement en faisant le petit malin, des solutions, en disant, monsieur le ministre, faudrait que, il y a qu'à, etc. Mais je crois tout de même qu'on est assez conscient qu'il faut nous réorganiser, que nous ne sommes plus adaptés. Nos formules sont trop anciennes. Vous savez, il n'y a pas que nous. Nous travaillons à l'heure actuelle dans les tribunaux sur un code pénal qui date de 1810.
Et alors ça, c'est très important et ça doit être fait. Mais Guy Denis, parfois, sans doute, vous devez vous lancer dans des opérations qui sont contraires à vos idées. A-t-on un sentiment politique lorsqu'on occupe votre place, lorsqu'on est le chef de la police des polices? Oh ben, on a ses idées personnelles, on est électeur, oui, mais bien il faut sûr. les mettre en mouvement parfois, ces idées. Ou alors il faut les freiner. Non, je ne crois pas. Vous savez, pour nous, c'est quand même assez simple. Il y a la loi, il y a l'ordre public. Quand l'ordre public est troublé, il faut le rétablir. Et il n'y a pas de doute. Il faut le rétablir avec les moyens qui sont les moyens légaux et réglementaires. Je crois que j'explique un peu dans cet ouvrage. Vous avez le gros problème, c'est le maintien de l'ordre. Les problèmes criminels sont difficiles parce qu'il y a l'énigme. Mais ils sont moins difficiles sur le plan de l'éthique professionnelle. Parce que, le voleur est le voleur, l'assassin est l'assassin, et puis on ne juge pas. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous mettons à disposition de la justice, elle instruit, elle informe, puis elle juge. C'est difficile pour nos camarades qui sont dans le maintien de l'ordre. Ça, vous êtes en parfait déséquilibre à chaque moment, parce que, oui. Ou bien vous assurez le maintien de l'ordre et on dit il frappe fort, oui. Ou alors vous ne l'assurez pas et on dit c'est vraiment la pagaille. La pagaille. C'est les Champs-Élysées au mois de septembre, par exemple, à l'occasion de la grande manifestation, parce que les loupards de banlieue sont venus derrière. Et c'est un problème extrêmement grave, difficile. Difficile pour le préfet de police à Paris, difficile pour les grands patrons de police en province, difficile pour nos camarades qui commandent les unités de maintien de l'ordre. C'est certainement l'aspect le plus difficile du métier, oui. Il y a malaise dans la police, et d'ailleurs vous ne le cachez pas, ce malaise. Oui. Il y a malaise, mais il y a beaucoup de causes. Il y a malaise d'abord parce qu'il y a malaise de société. Il y a malaise partout. Il y a malaise partout. Alors évidemment, pourquoi ne serions-nous pas gagnés? Il n'y a aucune raison que nous soyons épargnés. D'un autre côté, du point de vue de notre métier, vous voyez, notre corporation se trouve à une très mauvaise période. Je vais essayer d'expliquer très rapidement. La police a été recrutée beaucoup sous Vichy et à la Libération. À la Libération, il y a eu des hécatombes énormes. Chez nous, une épuration extrêmement sévère. Il est resté assez peu de monde. Mais on a comblé avec des effectifs venant de la Résistance ou venant de Londres. Notamment, la DST a été formée avec des gens qui venaient de Londres, de la France libre. Et puis après, il y a eu la décolonisation. Alors nous avons recueilli tout ce qui revenait d'Indochine, d'Afrique et d'ailleurs, et notamment d'Algérie à la fin. Mais tous ces garçons-là étaient des gens de notre âge. Et si bien que pendant des années, il n'y a pas eu de concours, pratiquement pas de recrutement. Et on se trouve actuellement dans une situation assez délicate parce que il y a, somme toute, dans la police, deux sortes d'hommes, des très jeunes, et je dirais pas des très vieux, je ne me considère pas comme très vieux, mais enfin des anciens, qui sont de véritables anciens et qui vont s'en aller. Mais les anciens ont tout de même l'expérience et ils ont tout de même derrière eux beaucoup de métiers et ils sont nécessaires. Mais il manque peut-être cette courroie intermédiaire. Alors c'est pour ça peut-être que c'est encore plus difficile pour nous. Mais les jeunes en ce moment sont tentés par le métier. Par le métier. Oui. Y a-t-il des vocations? Y a-t-il des appels? Il y en a des vocations. Oui, il y en a. J'en cite une. Mais plus qu'avant? Plus qu'avant, oui. Il y a à l'heure actuelle 7 candidats pour un poste au concours de commissaire. C'est un bon recrutement. Il y a même des femmes maintenant. Il y a des femmes. Oui, nous avons des femmes. Vous y avez mis le temps. Ah oui. Mais... on est peut-être un peu misogyne dans la police. Moi, je ne pense pas l'être. Enfin, bon, on me le reproche quelquefois, mais je ne le suis pas vraiment. D'ailleurs, j'ai dit très franchement ce que j'en pensais. Je crois que c'est nécessaire, que c'est très utile. Nous en avons pas mal. Enfin, celles qu'on a recrutées jusqu'à maintenant font surtout un métier qui n'est pas très très apprécié. Ce sont les contractuels, vous savez, qui s'occupent de la circulation. Comment les regardez-vous celles-là, vous? Sympathiquement. Parce qu'elles sont courageuses. Il faut être courageux pour faire ce métier-là, M. Chancel. Puis il en faut. Oui, il en faut. Alors, si vous laissez votre voiture 24 heures sur 24 devant ma porte, vous croyez que ça va être drôle pour moi? Qui les choisit? Je suis recruté par les services administratifs, selon des critères, concours. Il ne faut pas, évidemment, pour un niveau extraordinaire, mais il y a une très bonne présentation, il y a une formation. Moi, je trouve d'ailleurs qu'elles se tiennent très bien, qu'elles se conduisent très bien. Mais dans ce concours, vous accordez de l'importance à la beauté, au charme de la contractuelle? Non, je ne crois pas. Il y a tout de même une présentation, bien entendu. Non, la police ne doit pas séduire. Quoique, elle doit frapper. On dit qu'elles ont beaucoup de succès. Guy Denis, il y a tout de même des plaies ouvertes, il y a des rappels du passé qui sont douloureux. Il y a par exemple cette affaire Bain-Barka qui est votre péché mortel. Oui, je l'ai écrit. J'ai eu peur évidemment de passer auprès de mes camarades pour un homme qui rappelle des choses tragiques, et alors que certains pensent peut-être
pratiquant en cela la politique de l'autruche que ça s'oublie. Ça s'oublie pas, ça. Alors ça, il faut pas que ça se renouvelle. Mais c'est un accident. Et Il faut savoir que ça peut arriver. Voilà. Et il faut que les jeunes sachent que ça peut arriver. C'est un peu le sens de mon livre, c'est le message. Attention. Alors, vous savez, ça, c'est un peu le départ des polices parallèles, la nécessité. A-t-on pensé en haut lieu politique des polices parallèles au moment du dégagement algérien? Nous étions contre. Moi, j'étais à Alger. Et nous ne cachions pas d'ailleurs nos sentiments. Et nous disions, nous n'avons pas d'ailleurs été mis dans le secret, mais on le savait, parce que vous savez, ce sont des secrets de polichinelle, ça. Quand on commence à donner des cartes de police à des individus qui sont affectés d'un casier judiciaire, c'est une chose inadmissible, impensable. La chose a été faite. Avec Vidocq, dans le temps, oui. Enfin, tout de même, depuis l'arrêté du bon préfet Gisquet, 15 novembre 1832, si ma mémoire est fidèle, il n'y a plus un seul fonctionnaire de police dont le casier judiciaire soit entaché. Alors, vous êtes là, vous êtes le chef de la police des polices, alors soyons tout à fait francs, aujourd'hui, en 1976, existe-t-il encore des polices parallèles? Non. Je suis persuadé. Vraiment? Non. Non. Il y a des polices de parti? Oui, alors ils ont leur service d'ordre. Et c'est d'ailleurs, vous parlez, à une époque où on manifeste beaucoup dans la rue, et il y a une liberté d'expression absolument extraordinaire, on ne peut pas dire le contraire. On manifeste pour les fusillés d'Espagne, on manifeste pour tel mouvement, et on demande une autorisation. Les autorisations sont accordées dans une très large mesure. Bon, les mouvements politiques ont leur service d'ordre, c'est utile. Les étudiants ont leur service d'ordre. Dans la dernière affaire de Montparnasse, on a vu le service d'ordre étudiant s'attaquer à ces petits loupards, tous ces petits voyous qui venaient casser les vitrines et tout ça. Alors ça n'est pas mauvais. Comprenez ça, moi je pense que c'est nécessaire dans la mesure où vous avez une masse d'hommes énormes qui se déplacent. Et que fait le service d'ordre? Alors le service d'ordre de police, lui, il observe, il regarde, et il se met d'accord avec ces gens-là en leur disant, vous devez manifester, vous pouvez manifester avec tel banderole, de tel endroit à tel endroit, ça commence là, ça finit là, vous canalisez, d'accord, nous surveillons. Mais c'est une excellente chose. Guy Denis, on dit de vous, partout, que vous êtes inflexible, incorruptible, alors... On peut quand même se demander si un jour vous n'avez pas flanché. Oh, bien sûr, mais d'ailleurs je n'êtes pas un surhomme. Je ne suis ni inflexible ni incorruptible. Oh, je pense pas qu'on le dise partout. Vous savez, alors là, vous allez faire rigoler les camarades de la maison. Je suis un fonctionnaire sérieux, je le pense, oui. Un fonctionnaire attentif aussi. J'ai été très passionné pour mon métier. Mais vous savez, au contraire, je pourrais vous dire, et ça arrive encore maintenant même dans mon service, on pense que je suis trop indulgent, trop bienveillant. Et que peut-être je suis enclin à pardonner trop facilement. C'est vrai, ça c'est la vérité. Dans le livre, là, je crois que c'est André Coutin qui a rédigé, il a mis évidemment ce mot inflexible, parce que je n'ai pas voulu du mot incorruptible. Incorruptible, on doit tous l'être. À partir du moment où la police est corrompue, il n'y a plus de police, vous comprenez? Certains policiers sont corrompus. Ça arrive. Par la force des choses. Oui, ce sont des hommes. Mais vous comprenez qu'il puisse y avoir tentation. Vous pouvez pardonner, vous, Guy Denis, le patron, à un policier qui... Je peux peut-être pardonner à l'homme, mais je ne peux tenté. pas pardonner aux fonctionnaires. C'est pas possible. Si on laisse la corruption s'installer dans la maison, c'est plus possible. C'est les régimes corrompus, le régime de Bakchiche, on connaît ça, on voit ce que ça donne. C'est pas possible chez nous de le tolérer. Alors ça, nous faisons la chasse à cela, oui. Mais vous savez que cela peut également arriver et que ça arrivera encore demain. Les policiers sont des hommes. C'est le problème des indicateurs. Le problème des indicateurs, oui. Car ça, vous avez vos indicateurs. Oui. Est-ce une bonne solution de les avoir? C'est nécessaire. Je vais vous citer un exemple d'une... Mais l'indicateur et le policier deviennent forcément amis. Oh, ils ont des relations qui sont des relations de confiance. Mais devenir amis, c'est beaucoup dire. Vous alliez me citer un cas. Je vais je m'excuse, ça va peut-être prendre un petit ton, un peu une petite démonstration, mais prenez un exemple. Supposons que vous soyez demain commissaire de police, vous êtes chargé de résoudre l'assassinat d'une rentière quelconque, d'une femme. Vous faites vos constatations. Vous ne trouvez rien. Vous trouvez quelques douilles, vous trouvez elle a été tuée à coups de revolver, vous trouvez des balles dans son corps à l'autopsie, il n'y a pas d'empreinte, personne n'a vu le meurtrier rentrer, personne n'a vu le meurtrier sortir. Comment allez-vous sortir de cette énigme? Mais il se trouve que le meurtrier est un garçon qui fréquente des milieux interlopes, il parle, et votre informateur vient vous dire c'est un tel, c'est lui. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre en filature, vous allez le surveiller, et puis vous allez l'interroger. Il va vous passer les aveux. Les aveux en eux-mêmes n'ont aucune valeur. Mais il va vous dire, les bijoux que j'ai volés, je les ai portés à tel endroit, vous les trouvez. L'arme, je l'ai dissimulée à tel endroit, vous la trouvez, vous la faites expertiser. Et l'expert vous dit, c'est bien cette arme qui a tiré les balles
qui ont tué, les cartouches qui ont tué cette personne. C'est démontré. Voilà pourquoi il faut des informateurs. Mais souvent, les Il en faudra indicateurs toujours. sont personnes pas très convenables. Bien sûr. Et ces personnes pas très convenables, vous les payez. On les paie, oui. Et puis il y a ce qu'on appelle les tolérances. Il y a eu des tolérances. Alors c'est là la grande difficulté. Et je crois que là, il y a une grande évolution et qu'on nous pardonne peut-être moins ce qui se passait avant. Je crois qu'il y a vraiment eu un moment où il y avait une sorte de je dirais pas de complicité, mais de promiscuité entre la police et le milieu, qui n'est plus de bonne loi maintenant. Et moi-même, qui ai longtemps fréquenté ce milieu, qui a vraiment pénétré, comme on dit, puisqu'on appelle ça les groupes de pénétration du milieu, eh bien je pense qu'il vaut mieux, et de plus en plus, s'en abstraire et chercher d'autres moyens. Vous avez sans doute eu des tendresses pour des gangsters. Oui, mais des tendresses d'ailleurs, souvent d'ailleurs, comment dirais-je, fondées. Le garçon qui s'est sorti de son milieu, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, ça m'est arrivé. Gens qui avaient 10, 15 condamnations. Et souvent, c'est à la suite d'une rencontre. Oui. Rencontre et le plus souvent avec une femme. Le malfaiteur qui rencontre une femme qu'il aime et avec laquelle il va fonder un foyer, souvent se sort de ces difficultés. C'est par ce moyen-là, souvent. Mais je crois d'ailleurs qu'il faut les aider dans ce cas-là, ces gens-là. Seulement, c'est pas notre rôle. Il ne faut pas confondre les tâches. Guy Denis, votre premier objectif, c'est l'efficacité. Mais est-ce l'efficacité à n'importe quel prix? La fin justifie-t-elle les moyens? Non, bien sûr. Bien sûr que non, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la police doit être comme la femme de César, sinon elle perd sa crédibilité, elle perd sa dignité. Et c'est surtout ça qui est important, c'est la dignité, c'est l'estime. Il faut que nous forcions l'estime de la population. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart de nos gens. Bien sûr, quelques-uns se commettent. Mon Dieu, comme je vous disais, ce sont des hommes, ils ont des passions, comme tout le monde. Mais ça, c'est très important. Alors que voulez-vous, une affaire criminelle, eh bien, si elle ne sort pas, c'est regrettable. Mais enfin, il vaut mieux qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne soit pas résolue. D'ailleurs, vous savez, elle ne sera toujours pas résolue de toute façon, parce qu'elle trébuchera à l'instruction ou elle trébuchera aux assises. Et ça sera encore plus mauvais. Enfin, la source d'informations impures appelle parfois la pureté. Oui, en quelque sorte, oui, c'est une belle expression. Alors, où est le vrai, où est le faux? Eh bien, le vrai, il est dans le comportement individuel de l'homme. Pas de manichéisme, surtout. Oui, non, mais enfin, je crois quand même. Et puis alors, il existe à travers la hiérarchie. Vous savez, notre maison est une maison où la hiérarchie est lourde, sévère. En sécurité publique, dans la tenue, il reste quand même très très grand sentiment d'obéissance et vis-à-vis du supérieur. C'est vrai, c'est moins vrai en PJ où on est plutôt une équipe de camarades. Mais quand même, le patron, c'est le patron. Et c'est lui qui donne l'exemple. Et c'est lui qui doit avoir... Et ça doit être difficile, sans doute. Oui, c'est difficile parce qu'on vit ensemble. Moi, j'ai vécu la vie de brigade mobile pendant des années. Alors, on descendait dans les petites auberges de campagne, on couchait dans la même chambre avec les inspecteurs parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. On mangeait ensemble. Mais lorsque j'en voyais un dérailler parce que commençait à fréquenter de trop près, ou une prostituée, ou un informateur, et je sentais que cet informateur prenait le pas sur lui, parce que c'est une question de domination. Je l'ai dit, et c'est vrai. Ces gens-là cherchent à vous dominer. Mais en vous lisant d'ailleurs, en vous lisant Guy Denis, on comprend tout de suite qu'il y a une difficulté pour rester honnête. Il y en a une très grande difficulté. Et il est important de le dire et de le savoir. Il y a la dernière histoire, l'histoire du piège pour un flic. Celle-là, elle est très très caractéristique. Où un des nôtres a failli succomber, en fait, parce que sa fin de carrière a été, sinon ruinée, tout au moins assombrie. Parce que justement, il s'est peut-être pas trouvé contaminé, mais il y a eu une sorte de halo autour de lui. C'est très difficile. Il y a un bon éclairage de votre métier, un éclairage que vous donnez. Et d'ailleurs, vous êtes en train de reconnaître les armes qui sont portées contre vous. Il y a le glaive du pouvoir. C'est bien la preuve que le pouvoir a son importance dans cette affaire. Il y a la toge des magistrats. Oui. Et les magistrats, parfois, ne vous suivent pas, ou vous suivent trop. Et ensuite, il y a, et cela nous concerne directement, il y a la plume des journalistes. Alors, le glaive, la toge, la plume sont des armes terribles. Oui. Alors, le glaive, je vous ai déjà dit, il faut s'opposer aux ordres illégaux, si jamais quelqu'un est tenté d'en donner. La toge, c'est différent. Ça concerne surtout les gens de la police judiciaire. Vous savez, nos relations ne sont pas si mauvaises au fond. Les magistrats ont
des obligations qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Nous, c'est l'efficacité, il faut arriver à un résultat. Mais après eux, ils sont confrontés avec l'avocat, c'est la mise en œuvre des droits de la défense. Et c'est essentiel. Un pays libre ne peut pas se concevoir sans qu'un inculpé ne soit défendu. Ça. Alors évidemment, ils ont aussi toute cette procédure qui est extrêmement compliquée, avec tout ce système de nullité. Alors ça les met dans l'embarras, c'est difficile. Et puis il y a la loi. Il y a la loi qui les oblige à mettre en liberté, vous savez, en principe, toute personne qui n'a pas été condamnée est présumée innocente et que la détention, on disait préventive, n'est-ce pas, ne doit être que provisoire. Elle est devenue provisoire depuis la loi du 17 juillet 70. Alors, ils ont leurs impératifs. Alors, les jeunes ont beaucoup de mal à comprendre cela. Nous, quand on vieillit, quand on a blanchi sur le noir, comme moi, on le comprend mieux. Mais, je ne sais pas, dans la balance, on est peut-être allé trop loin. Peut-être aller trop loin dans le sens du libéralisme. Mais on dit parfois, Guy Tony, que les policiers frappent dur et vont très loin pour faire avouer quelqu'un. Enfin, vous le savez, il y a des rapports. Alors comment réagissez-vous, là? Oh, la violence, la brutalité, c'est exclu. Ça doit être exclu. C'est pas une bonne méthode. Ça a existé. À l'inspection générale, on a de temps en temps un dossier, un policier qui se laisse aller. Vous savez, c'est pas facile. Quand vous avez devant vous un assassin, un gangster avec 15 condamnations, dont vous avez la conviction, la certitude, si vous pouvez en rapporter la preuve d'une façon absolue, alors là, aucune importance. Vous faites votre procédure, on appelle ça une procédure d'enfermement, vous l'envoyez au juge, et puis vous dites, au contraire, on est même souvent ravi qu'il n'ait pas avoué parce que sa mauvaise foi est soulignée. Mais ce qui est difficile, c'est quand il va falloir obtenir de lui des éléments qui vont se retourner contre lui. Alors c'est là que le policier risque de perdre son self-control, et c'est là que quelquefois, il pourra se laisser aller à la violence. Mais alors, entre la gifle qui peut partir spontanément et la cruauté, la brutalité, la torture, il y a un monde. Et ça, c'est facile tout de même. Alors là, le cinéma nous fait mal aussi, parce qu'on voit beaucoup de choses au cinéma. Oui, on a tout eu. On a eu le policier corrompu, le policier tortionnaire, on a tout eu. Là aussi, ça change un petit peu. Les derniers films nous présentent un peu différemment. Et bientôt, on verra peut-être le policier tendre, le policier amour, ce sera encore pire. Ça existe. Mais ça existe. Dans les équipes, vous savez, quand on fait l'équipe de PJ, il y a de tout. Il y a le gentil. Il y a le gentil qui, après l'interrogatoire un peu viril, un peu brutal, vient et dit écoute. Et c'est souvent lui qui recueille les aveux et qui prend les lauriers par une espèce, je ne sais pas moi, de réaction. Enfin, le grand patron de la police des polices que vous êtes a 3 enfants. L'un est médecin, l'autre pharmacien et l'autre avocat. Oui. Donc ceux que vous condamnez, ceux que vous arrêtez sont parfois défendus par votre fils. Par ma fille. Par ma fille et son mari. Oh, elle ne fait pas beaucoup de pénal, Françoise. Elle en fait un petit peu. Elle a voulu en faire au début. Elle en parle avec vous parfois? On parle, oui. Alors elle est allée dans les prisons, elle a été très, 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 très impressionnée. Lorsqu'elle a fait ses premiers contacts, vous savez, c'est une très jeune avocate. Alors elle était dans un gros cabinet, et il fallait aller faire les prisons, c'est-à-dire voir les détenus, tout ça. Elle a vu des choses, des individus arrêtés pour viol, pour attaques à main armée, tout ça. Elle assiste à des instructions, c'est très enrichissant. Elle en fait presque plus maintenant. Elle fait surtout du civil. Vous ne pardonnez pas à ces hommes qui violent, à ces hommes qui enlèvent des enfants? C'est pas possible. C'est pas possible. Cela, vous ne les ménagez jamais? Ah, jamais, non. Jamais. Remarquez que lorsque moi j'ai arrêté les ravisseurs d'Éric Peugeot, vous savez, pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir la vérité, c'est le résultat. Lorsque le résultat est obtenu, je ne dirais pas qu'il y a une indulgence. Mais à ce moment-là, nous considérons que ça n'est plus notre ressort. Nous avons le souci de présenter au magistrat un homme qui nous a livré sa confession et qui doit lui livrer sa confession et qui doit se présenter devant la cour d'assises en repentant. C'est ça que nous désirons. C'est pas souvent ce qui se passe. Il y a aussi, Guy Denis, les victimes innocentes qui paient de leur vie vos exploits. Oui. Il y a cet accident récent où un homme est mort. Oui, alors le dernier, oui, l'exploit, le mot est un peu cruel, Jacques Chancel. Vous savez, croyez pas que les 2 fonctionnaires qui sont en cause dans cette affaire considèrent qu'ils ont fait d'un exploit. Non, pas du tout, non. C'est vrai, le mot est... Excusez-moi de le souligner, mais il ne faut pas dire ça. Parce que ces garçons-là sont des garçons qui appartiennent à la brigade criminelle. Je la connais, parce que j'étais directeur adjoint à la PJ pendant 4 ans, et j'avais sous mes ordres la brigade criminelle. C'est une sélection. C'est la sélection des sélections. Pour nous, c'est une garantie. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'ils travaillaient dans une affaire qui est une affaire très difficile.
Ce rapt de Théodorov est une affaire très difficile. Une affaire où on s'est moqué de la police beaucoup. On a payé 1 milliard pour la libération de cet homme. C'est une affaire trouble. Mais eux, ils ont à cœur de réussir. Le hasard, Dieu des policiers, a fait qu'à la frontière belge, je crois, on a trouvé des billets qui ont conduit à une piste et maintenant on est sur la voie du succès. Quand ces 2 garçons-là se sont présentés à Fontenay, le destin a joué contre eux. Vous connaissez, tout le monde connaît, les journaux l'ont étalé, cette affaire d'étiquette où premier, deuxième droite, ils sont arrivés chez ce couple. Et là, que voulez-vous? Ils se sont trouvés en présence d'un homme. La femme a d'abord dit qu'il n'y avait personne avec elle. Elle avait ses raisons, qui sont d'ailleurs pas critiquables. Et ils ont vu cet homme avec une arme à la main. Ils étaient convaincus d'avoir affaire à un malfaiteur. Et alors, quand il s'est présenté devant eux avec cette arme à la main, ils se sont dit, c'est lui ou nous. Et ils ont tiré. Je crois que la légitime défense, d'ailleurs, le ministre, tout le monde l'a reconnu derrière. Je crois que là, il n'y a rien à dire. Et vous savez, c'est le destin. Le destin est cruel. Mais là, il a été diabolique. Mais moi, je pense à cet homme qui a tiré, car pour toute sa vie. Oui, c'est sûr que pour eux, ces 2 garçons-là seront marqués pour toute leur vie, j'en suis sûr. Et je suis sûr qu'ils sont très, très, très malheureux. Puis alors après, derrière, il y a eu tout le cortège, évidemment, des réactions. Mais vous les gardez, ces hommes-là? Ah, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Pour l'instant, je crois. Non, mais vous, ne parlons pas de la suite des événements sur un plan... Je crois que oui, il n'y a pas de raison. Pour nous, ils sont en légitime défense. Pour nous, ils n'ont fait que leur devoir. Vous savez, on ne peut pas, on ne peut pas les éliminer. Ils n'ont pas le droit. La justice, elle, jouera son rôle. Il y a une information ouverte. La lumière sera faite. Alors là, on verra. Votre souci majeur, Guy Denis, on le comprend très bien en lisant votre témoignage, citoyen policier, c'est d'harmoniser les rapports entre les Français et leurs polices. Et vous disiez tout à l'heure que les choses allaient mieux. Oui, vous savez, on me prête un bien grand rôle. Je ne suis pas le messie de la police. J'ai écrit un petit ouvrage. C'est un rôle subjectif. Oui, c'est un désir que nous avons tous. Disons que je me suis trouvé un petit peu être le porte-parole de mes camarades. Et je crois d'ailleurs qu'ils l'ont bien compris comme ça. C'était un de mes gros soucis. Parce que je me disais, quand ce livre va sortir, ils vont dire, mais de quoi il se mêle? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se... Et en fond, la réaction a été très bonne. J'ai de très bonnes lettres de tous mes collègues qui m'ont dit, mais tu as dit ce que nous pensons. Et ça, c'est une énorme satisfaction pour moi. Oui, harmoniser, bien sûr. Mais l'effort, nous devons le faire. Les citoyens doivent le faire aussi. Il faut qu'ils le fassent. Que demandez-vous aux citoyens? Eh bien, de nous comprendre. Et puis de ne pas essayer de se servir de nous uniquement pour classer leurs contraventions, pour arranger leurs petites affaires, et de considérer que la loi doit s'appliquer aux voisins et pas à eux, et que le règlement est fait pour les autres et pas pour eux. Puis vous le savez très bien, Guy Denis, les Français vous aiment lorsque vous vous occupez de leurs propres affaires. Si un jour un Français a un problème très personnel et que vous arrivez et que vous le sauvez, il vous aimera, mais tant que vous ne l'aurez pas aidé lui... Oui, et puis vous savez... Et puis c'est dans l'esprit frondeur du Français, c'est bon d'être comme ça. Oui, mais c'est un côté... Il ne faut pas trop vous caresser non plus. Non, côté peut-être un peu gaulois, je ne sais pas. Enfin, on rosse le commissaire en France. Enfin, il y a 2 trahisons possibles. Trahir l'honneur professionnel et puis trahir le service du citoyen. Oui. Vous pouvez vous trouver devant ces trahisons. Oui. Et voyez, peut-être, là, je crois que vous m'ouvrez... trahison. Un horizon. Oui, plutôt délaissé, peut-être. Délaissé, oui. Délaissé. Alors là, c'est le danger. C'est le danger. Et ce danger, on l'a vu à travers la réaction de ces jeunes inspecteurs, parce que vous allez me poser la question, sûrement, qui ont déposé leurs armes. Oui, récemment. Cela nous a beaucoup frappé. Ça a frappé. Et ça nous a frappé aussi. Moi, vous voyez, en tant qu'ancien, j'ai trouvé que le geste était un peu excessif, mais... Vous l'avez trouvé beau, le geste? Je l'ai compris. Et vous savez, ce qu'il faudrait pas, surtout, c'est que la police devienne une sorte de tiers-monde de la fonction publique, vous voyez. C'est ça que nous craignons beaucoup, nous les anciens, nous les cadres anciens. Et nous voulons absolument que ce métier s'accomplisse dans la chaleur, dans l'enthousiasme, dans la compréhension. Alors un événement comme celui qui s'est produit et qui a motivé cette réaction très inattendue, il faut le dire, eh bien, il est peut-être dû à des maladresses. Peut-être à des maladresses de la hiérarchie. Et peut-être aussi à des maladresses de la justice. Vous voyez là, prenons l'affaire. Ces 2 garçons rentrent chez ces 2 personnes. On tue l'homme. C'est, comme je vous disais, le destin tragique, diabolique. Bon, tout de suite, parquet est prévenu, il n'est pas question de cacher quoi que ce soit, et le parquet se transporte. On ouvre une information. On ouvre une information pour recherche des causes... pour causes et blessures et entraîner la mort sans intention de la donner. Et on est obligé d'ouvrir la formation contre personne dénommée. C'est-à-dire que déjà,
on fait des meurtriers de nos fonctionnaires. Pourquoi n'a-t-on pas ouvert une information pour rechercher les causes de la mort, puisque le code le permet? Ça permettait de l'ouvrir contre X. Et ça permettait d'une part de donner satisfaction à la société qui s'interroge et qui a le droit de dire « Enfin, on va tout de même pas venir nous tuer chez nous ». Et l'information est ouverte, l'information va se faire. Toute la vérité va éclater au cours de cette information et rien ne sera ménagé. Mais d'un autre côté, ça permettait de dire aux policiers qui invoquaient à juste titre la légitime défense, eh bien, vous voyez, vous n'êtes pas inculpé. Parce qu'on dira, bien sûr, l'inculpation, depuis le nouveau code de procédure pénale, ça c'est de la technique juridique. L'inculpation, ça n'est pas du tout, ça ne préjuge pas la culpabilité. Pour nous, l'inculpation, c'est infamant. Et ça restera toujours infamant. Parce que qui dit inculpation dit présomption. Alors quand une présomption pèse sur un homme, eh bien, il est touché dans son honneur. Guy Denis, vous avez traversé des époques troublées, nous en parlions tout à l'heure, il y a eu la Libération, et je sais qu'à un certain moment même, vous aviez à combattre la milice, qui était une police parallèle. Oui, affreux. Quelle horreur. Vous lui avez enlevé des hommes à la police, à la milice. Oui. C'est un de mes rares exploits, entre guillemets, juste avant la Libération. Vous savez, on recevait des missions invraisemblables. On était dans cette brigade près de l'Étoile. Et nous avions trouvé un système absolument sensationnel avec des camarades. Chaque fois qu'il y avait une opération, il y avait des opérations sans arrêt, il y avait une sonnerie qui tintait, on fermait la grille d'entrée, et puis le sous-chef du service faisait le tour et on embarquait tout le monde pour les opérations. Et nous, on avait un bureau tout à fait dans les combles, et on avait aménagé dans les combles une petite trappe avec une échelle de corde. Alors quand on entendait la sonnerie, on grimpait, on se cachait, et puis on attendait que ça se passe, on jouait au bridge, ou on sortait, quand la porte était ouverte, tout le monde était parti en opération. Ça s'est passé notamment pour l'assassinat de Philippe Henriot. J'étais déjà là, à Paris, à ce moment-là. On a mobilisé tout le monde. Ça n'a servi à rien, d'ailleurs. On est allé en masse. Je crois qu'il a été assassiné du côté de l'avenue de l'Opéra ou du boulevard des Capucines. Mais enfin, il y avait des opérations auxquelles on ne pouvait pas échapper. Alors là, moi, je voulais être fidèle à mon serment personnel. Et un jour, on m'a dit, voilà, il faut aller chercher un individu, je ne me rappelle plus de son nom. J'ai ça dans mes archives personnelles. Et il faudra le conduire au camp d'internement des Tourelles, qui se trouvait près de la piscine des Tourelles. Bon. Et nous savions que ce camp d'internement, était à la disposition de la milice. Mais on ne savait pas ce qui se passait après. Mais moi, je me disais, qui sait si ce garçon-là ne sera pas livré aux Allemands. Alors, on est allé avec un de mes collaborateurs et je lui ai dit, ça se passait ça, vous savez, début juillet 1944, c'était la fin. J'ai dit à mon collaborateur, qui est un inspecteur, seul, il est mort maintenant, c'est un brave garçon, il a travaillé avec moi jusqu'à la fin de sa carrière. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, il y avait 8 jours que je travaillais avec lui. Moi, il n'est pas question pour moi de livrer qui que ce soit à la milice, de faire des dires. Alors moi, je vais le chercher et je le mets dehors. J'ai dit, si vous voulez pas venir avec moi, il faut que nous soyons d'accord. Il m'a dit, monsieur, je suis d'accord. Et alors, il n'y avait pas de voiture, c'était une période. On est allé par le métro, ça se passait rue Alphonse de Neuville. Il y avait une espèce d'unité de la milice, vous savez, ils étaient organisés en dizaines ou en centaines, c'était des types affreux. Et alors, ils étaient probablement dans un appartement qui avait dû appartenir à des Israélites qu'ils avaient réquisitionné. Et quand je suis arrivé avec mon mandat d'internement, le responsable qui était là, qui était un type dépenaillé, avec son gamma sur le béret, il m'a dit, je passe ce type-là, je connais pas. Quel soulagement. Puis il y a un autre qui est sorti, il a dit, c'est le cuistot. Ils utilisaient ce type-là comme cuisinier. Et j'ai demandé quelques renseignements, j'ai fait la notification officielle du mandat de transfert, et puis nous sommes sortis dans la rue. Et dans la rue, tout de suite, tout de go, j'ai dit, écoute mon vieux, non, tu vas pouvoir t'en aller, mais enfin, il faut quand même un peu maquiller, nous sommes de la police française, et il n'est pas question qu'on te livre. Oh, il m'a dit, mais moi je connais le truc, vous allez me laisser faire 10 mètres et vous allez me tuer. Et les choses extraordinaires, on a été obligé d'aller dans un bistrot, dans l'arrière-salle du bistrot, de décharger nos armes devant lui, de mettre nos cartouches dans notre poche, et ensuite on l'a emmené, puis on l'a laissé partir. Vous l'avez revu après? Jamais. J'ai pas cherché à le revoir. J'ai pas fait vous savez, ces choses-là, j'en ai fait plusieurs, pas fait de dossier de résistance, ça aurait été impudique quand on pense à tout ce que faisaient ceux qui étaient de l'autre côté, tous mes camarades, qui eux avaient pu passer en Angleterre, parce que moi j'ai pas pu, j'ai réussi, j'ai tenté 3 fois. Nous pensions que notre rôle à nous était quand même assez peu glorieux, quoi. De la même manière, Guy Denis, il y avait également les crimes de guerre de la Gestapo française, et il ne fallait pas condamner comme ça, il ne fallait pas écouter la rumeur non plus. Ce qui est terrible, c'est la rumeur.
Oui. Alors, les crimes de guerre, on s'en occupait après la libération, bien sûr, sous l'occupation. Moi, j'ai très peu fait de police active, puisque je suis sorti de l'école le 17 juin 1944, et que je me suis trouvé, alors tout de suite, à la libération, intégré dans le groupe FFI, d'où j'ai servi sous les ordres du colonel Roll. J'ai participé à la libération de Paris, j'ai fait le coup de feu dans Paris. C'était très folklorique, c'est un souvenir agréable, encore que j'ai eu un camarade de tuer à côté de moi. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais très peu fait de police. Mais vous devez vous méfier tout de même des faux témoignages, car... il est vrai que les hommes ont tendance à trahir leurs semblables dans certaines circonstances. Oui. Oh, vous savez, le faux témoignage, on le décèle assez facilement. On ne peut pas toujours prouver qu'il est faux. Mais enfin, on s'en défend. Et c'est peut-être plus grave, d'ailleurs, devant la justice que devant nous. D'ailleurs, ça n'est condamné que devant la justice. Le faux témoignage devant nous n'est jamais poursuivable. Mais c'est à nous. Alors là, il faut faire preuve de perspicacité. Ça fait partie des qualités du métier. Les qualités du métier, c'est d'abord ça. C'est d'abord la combativité, la vigilance. Mais c'est aussi, pour le policier de police judiciaire, la perspicacité. Quelles ont été vos grandes affaires ? Bon, vous avez parlé du rapt du petit Éric Peugeot. Aussitôt après la libération, il y a eu une vague de banditisme, un peu comparable à celle qu'on connaît maintenant. Et dès 1948, on a créé le groupe de répression du banditisme et j'ai eu le privilège, la chance, parce que j'avais réussi plusieurs affaires, d'être nommé à 27 ans chef du groupe de répression du banditisme du SRPJ de Paris, qui avait compétence pas sur Paris, sur Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Loire. Nous faisions toute la grande banlieue. Et puis après, j'ai eu une multitude d'affaires. Vous avez neutralisé le plan Guérini. Les trois grosses affaires, ça a été l'arrestation de Pierre Fou, ça a été l'affaire Peugeot, et c'était l'affaire Guérini. Je parle des affaires spectaculaires, mais j'en avais bien d'autres, et comme d'autres camarades. D'ailleurs, vous savez, ma carrière n'a rien d'exceptionnel. Mais dans les grandes affaires, comme par exemple le clan Guérini, tout le monde disait il a des appuis, il a des relations. Oui. Alors, vous n'avez pas peur à ce moment-là d'une vengeance, d'un mauvais coup? On s'est un peu méfié. Il y a eu un climat assez lourd à Marseille à ce moment-là. Ça se passait, je crois, en début d'août 67. Mais c'est-à-dire qu'il y avait surtout un certain scepticisme de la part des Provençaux et des Marseillais. Et même dans le service. On disait, oh, vous savez, dans 3 jours, il sera dehors. Et même la veille des assises, M. Fernet, qui était alors directeur de la police judiciaire des Orfèvres, m'a dit, oh, est-ce que vous pensez que vous arriverez, qui seront condamnés? Je lui ai dit oui. Parce que la presse avait évidemment été peut-être encore un peu téléguidée, et le dossier était, moi je le savais, bien meilleur qu'on ne le disait dans la presse. Enfin, ils ont eu 20 ans. Mais la presse, à certains moments, vous rend quand même service. Oui, bien sûr. Dans l'affaire Peugeot, par exemple, toutes nos recherches, publication du numéro de billet de la rançon, c'est une tactique que j'avais adoptée. Elle m'a été reprochée au départ, elle a été payante en définitive. Et puis alors, on a même eu la radio qui nous a aidés dans certaines émissions. C'est très bon pour susciter des témoignages. De temps en temps, on relance une affaire avec la presse. Et vous l'avez vu maintenant, la presse, la radio et la télévision savent se taire lorsque vous le demandez. Oui, c'est vrai. Il y a un progrès, oui. Il y a un progrès considérable. Alors, il y a aussi des comités police, justice, presse qui fonctionnent. Je crois que là aussi, il y a un espoir que les choses puissent créer un climat meilleur. Mais l'enlèvement du petit Éric Peugeot, on peut dire que c'était le premier kidnapping à l'américaine. Oui, c'était le premier depuis longtemps. Il y en avait eu un à Casablanca 20 ou 25 ans avant, mais en France, il n'y en avait pas eu depuis des lustres. Et c'était vraiment l'affaire du siècle, oui. Depuis, maintenant, c'est devenu... hélas, un peu plus monnaie courante. Ça, c'est une affaire, ça pesait lourd sur nos épaules. On avait le sentiment que si on ne réussissait pas, on allait en quelque sorte trahir un peu, cette sauvegarde des enfants. On a joué un petit peu les champions. C'était très immodeste. Mais enfin, on a beaucoup lutté, on est arrivé. C'était une très très belle affaire sur le plan technique. Enfin, une affaire comme celle-là... on ne peut pas la traiter sur un plan social. Bon, c'est une grande famille, les Peugeot. Oui. Vous auriez traité de la même manière si cela avait été un inconnu. Ouais, même chose. Mais quand même, on pouvait faire peser sur vous bien des choses. Oui, on l'a fait d'ailleurs. Ça a eu lieu, puisque j'ai passé 1 an après l'arrestation à démolir un tas de systèmes qui voulaient tourner l'affaire en dérision et qui voulaient somme toute faire en sorte qu'on croie dans l'opinion qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'il y avait une sorte de complicité entre les éléments jeunes de la famille et les malfaiteurs pour escroquer 50 millions d'anciens francs à Jean-Pierre Peugeot. C'est une chose abominable. Mais on a retrouvé ce climat dans l'affaire Markovic, qui a visé des personnalités beaucoup plus élevées, qui ont gravi un calvaire absolument atroce. Et vous connaissez bien l'affaire? Oui, je la connais, oui. Mais je ne la connais pas pour l'avoir traitée. J'ai traité un petit morceau. Il en reste toujours quelque chose de ces affaires, quand même. Et surtout quand elles n'ont pas abouti au plan judiciaire. C'est ça. On ne peut jamais dire toute la vérité. Quand ça aboutit au plan judiciaire, oui. L'affaire Peugeot est venue, il y a eu procès public qui a duré 3 jours. Oui, mais il y a toujours plein de points d'interrogation. Ah on a tort.
Regardez l'affaire Markovic. Ah oui, mais Même elle... si- Oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas connu Ou cette même anecdote lorsqu'on le policière. saura, il y aura encore des points d'interrogation. Il y a toujours des traces, des pas. Oui. Mais il y a des choses qui sont vraiment mensongères, vous savez. Ce sont toutes ces allusions perfides et toutes ces méchancetés qu'on a dit contre certaines personnalités. Ça, c'est odieux. Enfin, vous, Guy Denis, vous voulez forcer l'estime qui engendre le respect. Pas pour moi, mais... Mais pour les autres, vous y arriverez. Pour les gens de mon métier. Mais oui, on y arrivera, bien sûr. Il faut. Pourquoi dites-vous le policier citoyen? Parce qu'il est un homme comme Parce les que, autres. bien sûr, il faut. Si alors on commence par faire du policier un être en dehors des autres, alors là c'est épouvantable, c'est cette ségrégation. Merci, Guy Denis. Je crois que vous n'en serez plus encore si vous lisez d'un peu plus près ce témoignage citoyen policier écrit par Guy Denis. Je vous rappelle que Guy Denis est directeur de l'inspection générale de la police nationale, c'est-à-dire qu'il est le chef de la police des polices. Demain, un autre rendez-vous, demain un vétérinaire qui sait parler des bêtes et qui les aime, le docteur Klein. À demain, bonsoir.